suis également cofondateur d'Auteur de Vue. C'est une structure qui fédère des enseignants et qui a pour but de porter un peu disons, des acquis académiques dans le monde de l'entreprise. Et c'est ainsi que nous avons créé avec Schema, donc un produit, Schema Culture. Je vais vous parler aujourd'hui, dans ce cadre, eh bien, de l'intelligence artificielle. Nous avons 1 heure ensemble, je vais vous faire un topo en quelque sorte, et puis bien sûr, j'accueillerai avec plaisir vos questions. Si je ne peux pas répondre à toutes les questions qui viendront, eh bien, écrivez-les quand même, et nous vous ferons des réponses dans les jours qui viennent. L'intelligence artificielle, donc, si près, si loin. Alors, vous le savez tous et toutes, l'intelligence artificielle, c'est un thème aujourd'hui qui est absolument incontournable. Et pour non pas le contourner, mais essayer de le traiter, je vais user de ce qu'on appelle à Schema la consilience. Alors, c'est un terme qui a été forgé au 19e siècle, consilience. Et la consilience, ça désigne la convergence des savoirs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et vous le savez tous dans nos entreprises, nous sommes face à des problèmes qui sont complexes. Et face à des problèmes complexes, eh bien, la consilience vise en quelque sorte à faire converger des disciplines différentes, des approches différentes, des savoirs différents, éventuellement des savoir-être également, pour essayer de résoudre ces questions. Et dans les minutes qui vont suivre, eh bien, pour approcher la question de l'intelligence artificielle, je vais successivement voir avec vous ce que peut en dire l'historien, ce que peut en dire l'économiste. Vous allez voir, l'historien retrace en quelque sorte le chemin de l'intelligence artificielle. L'économiste s'interroge sur les conséquences en termes par exemple de création ou de destruction d'emplois, d'activité, bien sûr, de création de valeur. Le sociologue, eh bien, vous verrez, envisage la question de savoir comment coexister demain avec des IA. Et puis, je finirai par le point de vue du philosophe qui réfléchira davantage sur ce que c'est vraiment que l'intelligence et on se questionnera ensemble sur le fait de savoir si on peut vraiment appeler intelligence artificielle, en tout cas l'IA. Vous savez qu'un certain nombre peut-être de chercheurs préfèrent au mot d'intelligence artificielle l'expression d'intelligence augmentée plutôt, car ils ne pensent pas tout à fait qu'on arrive à mimer, d'un point de vue artificiel, l'intelligence humaine en quelque sorte. Alors, pour commencer, je vous dirais la chose suivante en utilisant une citation du célèbre physicien Stephen Hawking. Il disait quelques années avant sa mort, il disait l'intelligence artificielle est ce qui peut arriver de meilleur ou de pire à l'humanité, avait-il dit. Et je crois qu'avec cette citation, on a en quelque sorte toute la problématique sur l'intelligence artificielle. On sait tous qu'à la fois, elle peut réaliser de grandes choses, nous aider dans des diagnostics, par exemple médicaux, accélérer des process, mais en même temps, il parle du pire de l'humanité, elle peut en quelque sorte eh bien, nous surveiller, nous conditionner, nous suggérer des choses qu'on n'aurait pas faites autrement. Et pas une semaine évidemment sans infos sur l'intelligence artificielle, parfois ces infos fantastiques, à d'autres moments des infos alarmistes. Donc je vous propose eh bien, de prendre un peu de distance là-dessus, même si, et vous le voyez dans cette slide, l'intelligence artificielle est au cœur de nos économies aujourd'hui. Les GAFA américains, bien sûr, en ont fait leur fer de lance, mais aussi, par exemple, ce qu'on appelle les BATX. Les BATX, c'est Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, que vous avez sous les yeux, qui sont l'équivalent des GAFA, mais en Chine. Hein, aujourd'hui, nous vivons une sorte de combat des géants entre la Chine et les États-Unis, et ils s'exercent dans le domaine de l'intelligence artificielle, car tous les groupes savent combien, eh bien, demain, ça sera absolument décisif. Donc, je vous propose dans les minutes qui viennent de dépassionner le débat, de prendre de la hauteur, de faire en quelque sorte acte de consilience en mixant, faisant converger donc des points de vue différents. Et nous allons commencer par le point de vue de l'historien, puisque finalement, c'est le point de vue qui donne le plus de champ possible, le plus de recul. Et vous savez tous et toutes que c'est en comprenant un peu d'où l'on vient, qu'on comprend mieux où on est, et puis qu'on peut peut-être essayer de penser à où l'on va, où l'on veut aller, ou alors où on ne veut pas aller. Alors d'abord, en tant qu'historien, je vais vous parler un petit peu de l'IA avant l'IA. Elle n'est pas née il y a 15 ans, bien sûr, il y a toute une histoire de ça. Finalement, si on prend beaucoup de recul, je vous dirais que l'idée de l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Elle agite l'homme depuis des siècles, elle a donné naissance d'ailleurs à plein de mythes. Citons par exemple, vous l'avez en haut à gauche, le sculpteur Pygmalion, vous savez, ce mythe antique qui dit que Pygmalion est un sculpteur qui serait tombé amoureux d'une de ses œuvres, et il obtint même de la déesse de la beauté, Aphrodite, que cette œuvre prenne vie. Galatée. On pourrait aussi évoquer le mythe du golem que vous voyez en haut à droite, hein, cette créature d'argile, ou encore le personnage de Frankenstein. Tous ces mythes, toutes ces histoires, à leur manière, finalement, témoignent de la volonté ancienne de créer des formes de conscience
à partir de matière inanimée. Et en quelque sorte, si vous voulez, dans notre mythologie, à nous, dans nos mythologies, nous avons déjà des éléments comme ça qui montrent combien l'idée, encore une fois, de créer une intelligence qui ne soit pas humaine est importante. Alors évidemment, le XXe siècle a donné un nouveau visage à l'IA. C'est l'image du robot que vous avez ici. Sa première apparition, d'ailleurs, remonte à 1927 dans un film de Fritz Lang qui s'appelle Metropolis. C'est un film muet, mais qui, justement, dans lequel un savant donne vie à une androïde, en l'occurrence. Et si vous avez déjà vu Star Wars, vous savez peut-être que le robot doré eh bien, est un hommage finalement au film de Fritz Lang, puisqu'il reprend les traits de cet androïde de 1927. Dans les années 50, d'ailleurs, Isaac Asimov, le célèbre écrivain de science-fiction, a exploré dans ses romans la question de la conscience qui viendrait aux robots, dans sa grande série sur les robots, avec ces questions de savoir qu'est-ce que feraient les robots suffisamment développés, avec une intelligence suffisamment développée, est-ce qu'ils aideraient l'homme? Bon, vous savez qu'il envisage d'ailleurs dans ses romans des séries de limitations à l'action des robots afin qu'ils servent les individus plutôt que de les asservir. Beaucoup plus récemment, en quelque sorte, c'est dans les années 50 que le célèbre scientifique Alan Turing a élaboré un test permettant de qualifier une machine de consciente. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à partir des années 50, eh bien, on passe lentement de la fiction à la réalité, c'est-à-dire à l'idée qu'effectivement les hommes, puisque Turing est le premier inventeur finalement des grands ordinateurs, à l'idée, eh bien, chez ce scientifique, qu'un jour, l'intelligence artificielle, l'intelligence des machines, pourrait être douée de conscience. Il y a un article d'ailleurs il y a quelques jours dans la presse qui dit que le test de Turing est incomplet. Enfin, c'est un débat de spécialistes. Alors, ça c'est l'IA avant l'IA. Maintenant, je vais vous expliquer en tant qu'historien ce que c'est que l'avènement de l'IA, quand est-ce qu'elle est née véritablement. En fait, le terme remonte à 1956. C'est cette année-là que un scientifique américain, il s'appelle John McCarthy, forge le terme d'intelligence artificielle. Et selon lui, je le cite, voilà ce qu'il disait en 56, chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut être si précisément décrit qu'une machine peut être conçue pour le simuler. Au fond, dit-il, vous avez compris, l'intelligence artificielle, c'est le fait que les process qui se déroulent dans notre cerveau pourraient être reproduits par une machine. Il ne parle pas de conscience, bien sûr, mais il parle d'une capacité à raisonner, à calculer. On est en 56. Dans les décennies qui suivent, la conjonction de 3 séries de facteurs rendent possible l'IA qui avait été évoqué, esquissé en 56 par McCarthy. Alors, ces facteurs, il y en a plusieurs. Pardon, ces facteurs, il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment, vous le voyez ici, vous avez 3 chiffres, 1, 2, 3, c'est l'explosion de la vitesse de calcul. Et pour vous donner un seul exemple très parlant qu'on connaît tous, en 2015 par exemple, lorsque Apple a sorti sa première iWatch, eh bien, cette iWatch qu'on a autour de notre poignet, en 2015, était plus puissante que l'ordinateur le plus rapide du monde 30 ans avant. Je vous donne un exemple, peut-être si vous avez vu ce film dans les années 80, Tron est le premier film qui a été colorisé par ordinateur. Eh bien, l'iWatch aujourd'hui est plus puissante que l'ordinateur, le Cray 2, le Cray 2, l'ordinateur le plus puissant du monde qui a colorisé Tron dans les années 80. Et on a ça autour de notre poignet. Deuxième facteur important, outre la vitesse des processeurs, c'est évidemment l'extension de la capacité de mémoire, de stockage, absolument prodigieuse. Pour que les premiers ordinateurs dans les années 80, en 81, le premier ordinateur qu'on pouvait avoir à son domicile, le ZX Spectrum, avait 1 kg de mémoire octet. Aujourd'hui, les téléphones montent à 256 gigas. On a plusieurs millions de fois la mémoire qu'on avait dans un ordinateur. Enfin, le perfectionnement, troisième facteur, des algorithmes permet aux machines d'établir des corrélations. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le machine learning. Et donc, petit à petit, eh bien, grâce à ces 3 innovations, la vitesse de calcul, la mémoire, les algorithmes, l'idée qu'un ordinateur puisse raisonner est passée de la science-fiction à la réalité. D'ailleurs, dans les années 90, l'IA a fait des bonds de géants. Pour prendre 3 exemples très rapides, en 97, Deep Blue, vous voyez ici le nom, c'est un ordinateur, bat Garry Kasparov, qui était jusque-là le champion du monde d'échecs, et depuis, aucun humain n'a triomphé de la machine. En 2000, Honda, par exemple, a présenté Asimo. C'est un hommage d'ailleurs à Isaac Asimov. Asimo, le premier robot humanoïde doté d'une IA. Et en 2011, Watson, qui est un programme d'intelligence artificielle conçu par IBM, une allusion évidemment au docteur Watson, qui comme Sherlock Holmes est capable de résoudre des énigmes, et qui, le docteur Watson, est médecin. Et d'ailleurs, Watson est un programme d'IA qui notamment a prouvé sa capacité à faire des diagnostics médicaux, puisqu'il a enregistré par exemple des millions de scans
d'imagerie médicale, et il est capable éventuellement de repérer une tumeur plus facilement, par exemple, qu'un médecin, puisqu'il a en quelque sorte en lui l'expérience de milliers de médecins. Alors l'IA avant l'IA, jusqu'aux années 50, l'avènement de l'IA à partir des années 50, qui connaît un boom dans les années 90, 2000. Voyons maintenant ce que ça pourrait devenir. L'historien se penche, vient du passé, pense au présent, mais éventuellement fait de la futurologie, comme on dit en anglais, évoque l'avenir. Alors d'ores et déjà, l'IA et ses applications envahissent notre monde. Dans la finance, par exemple, peut-être le savez-vous, mais 90% des opérations de trading, de vente et d'achat à haute fréquence sont réalisées par des algorithmes. Il n'y a plus d'humains derrière. Dans le marketing, par exemple, l'acquisition de clients, la fidélisation, l'envoi de mails automatiques sont largement automatisés, bien sûr, grâce aux données que laissent derrière eux les usagers. Et vous savez tous que quand on va sur un site internet, quelques minutes après, sur sa messagerie, on a des publicités en relation, par exemple, avec les sites de vêtements, de montres que l'on a pu compulser. Ça, c'est l'IA. Mais d'autres secteurs, et d'ailleurs tous les secteurs aujourd'hui sont touchés par l'IA. La météo, la circulation, le recrutement des salariés. Récemment, j'ai vu la démonstration d'un site qui aide les RH à recruter, qui fait la phase de pré-recrutement, de sélection des CV. Les guerres même. Les guerres sont des domaines qui font appel à l'IA. La cyber war est devenue un nouveau département dans la guerre, et tous les grands ministères, d'ailleurs, la France en a innové récemment, ont un département aujourd'hui lié à l'IA, aux usages de l'IA dans le domaine militaire. Et dans les années qui viennent, les voitures autonomes, le suivi médical en continu, des conseils de prévision basés sur la compilation de traitements de données devraient faire leur irruption dans notre quotidien, bien sûr. Alors, évidemment, il n'en faut pas plus pour attiser les peurs. Peur que demain l'IA supprime des millions d'emplois, nous allons voir ce qu'en dit l'économiste, régule notre vie, décide, voire prenne notre place, mettant fin à l'ère humaine. Et ces prévisions apocalyptiques ont été formulées pour la première fois en 93 par un informaticien américain, il s'appelle Werner Vinge, vous voyez son nom ici, et c'est lui qui a inventé le terme de singularité. La singularité, c'est le moment, dit-il, où on ne sait pas ce qui va se passer, le moment d'après lui, où l'intelligence artificielle des machines pourra surpasser celle de l'homme. Et à partir de ce moment-là, dit-il, nous ne savons pas vers quoi nous arrivons. Nous arrivons dans ce qu'on appelle une singularité en physique. C'est un trou noir, la singularité, c'est quand les lois de la physique classique ne s'appliquent plus. La singularité en intelligence artificielle, c'est le moment où les lois qui ont régi l'humanité jusque-là ne s'appliqueraient plus et on ne sait pas dans quoi on bascule. C'est une prophétie qui a été reprise à son compte d'ailleurs par Ray Kurzweil, qui est actuellement responsable de l'ingénierie chez Google. Vous avez peut-être lu les articles de lui. C'est lui qui estime que nous allons vivre très bientôt 120 ans, 130 ans, 200 ans. D'ailleurs, il vit dans un caisson hyperbare en permanence pour essayer de moins vieillir. Il a 70 ans et attendre le moment où on pourra le faire vivre beaucoup plus longtemps. Bref, vous voyez, nous passons quasiment dans les portes de l'anticipation. Alors avec une des grandes peurs, bien sûr, qui est la disparition des emplois derrière ça. Et pour ça, l'historien est incompétent. En revanche, l'économiste, lui, a des choses à dire. Voilà pourquoi, en termes de consilience, je vais glisser vers une deuxième perspective. Qu'est-ce qu'en dit lui, l'économiste, que ne peut pas dire l'historien? Alors, d'abord, l'économiste vous dira que l'IA, c'est une révolution dans la production. Ça, c'est évidemment clair. Le recours à l'IA génère une baisse significative des coûts de production. Dans l'industrie, par exemple, la productivité d'une IA équipant un robot est de loin supérieure à celle d'un humain. Alors, on le voit évidemment aujourd'hui dans l'industrie automobile, par exemple, avec des usines blanches, quasiment vides d'hommes, dans lesquelles les robots exécutent des gestes très précis, éventuellement 24 heures sur 24, en fonction des besoins. La productivité n'est sans commune mesure. Quant aux services, la logistique, le recrutement, je vous le disais, la finance, les achats, tout ça est optimisé aujourd'hui via l'IA. Industrie, services, finance, vous le voyez, l'IA est omniprésente et très productive, bien sûr. Car non seulement l'IA améliore l'existant, je viens de vous le dire, mais ces progrès vont permettre également d'augmenter la productivité pour de nouveaux produits, de nouveaux services. Voitures autonomes, supermarchés sans caisse, ça existe déjà, surveillance médicale, direction d'entreprise. Récemment d'ailleurs en Asie, une IA est entrée au conseil d'administration d'une société chinoise. Et récemment dans les Échos, un article plaidait pour l'entrée systématique d'une IA dans les conseils d'administration. On pourrait lui demander par exemple de compiler un très très grand nombre de décisions passées pour éclairer les décisions des managers. Technologie, multi-usage, ces effets attendus sur la croissance sont impressionnants. On estime que le développement de l'IA devrait entraîner une hausse du PIB mondial de 14% d'ici à 2030, uniquement par le biais de l'IA. Et donc, du fait d'une augmentation de la demande en fait des consommateurs, des gains de productivité. Alors évidemment, cela pose des questions, et c'est le cœur un peu de toutes nos réflexions et de nos peurs sur l'impact en termes d'emploi.
Ce sera un deuxième point pour l'économiste. Qu'est-ce que l'économiste peut dire de l'IA? Quels sont ses impacts sur l'emploi? Alors schématiquement, il n'y a pas de réponse facile, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, mais on peut au moins essayer de distinguer ce qui est en train de se passer pour se rassurer et comprendre qu'en fait une partie de la décision est dans nos mains. On peut ne pas la subir, on peut l'organiser. Schématiquement, il y a deux écoles économiques en termes d'IA. La première, c'est l'école des techno-pessimistes. Eux, ils insistent sur ce qu'on appelle l'effet de substitution de l'IA. C'est-à-dire que pour eux, eh bien, l'IA va se substituer ou peut se substituer à un grand nombre d'emplois. Ça veut dire des bras, bien sûr, des robots, mais également des cerveaux, bien sûr, puisque l'IA est de plus en plus performante. La perspective des techno-pessimistes, c'est qu'il y aurait possiblement un chômage de masse avec des interrogations sur les moyens de subsistance. Voilà pourquoi, par exemple, d'ailleurs, c'est chez les techno-pessimistes que l'on trouve l'idée, on trouve beaucoup de défenseurs du revenu universel. Ils disent l'emploi va disparaître, il faut qu'on assure à chacun un revenu universel, les IA vont travailler pour nous, dégager de la richesse, il faut la répartir entre les individus, faute de quoi, ce sera un drame. Mais face à eux, vous avez une autre école, l'école de ceux qu'on appelle les techno-optimistes. Eux, ils estiment que l'effet de substitution est réel, ils disent bien sûr, des emplois vont disparaître, mais selon eux, cet effet sera compensé par deux phénomènes créateurs d'emplois. Alors vous les voyez ici, on les a distingués sur la slide. D'abord, ce qu'ils appellent l'effet de productivité. Selon eux, la baisse des coûts de production qui sera générée par l'IA va se traduire par une baisse des prix et donc un accroissement en fait du pouvoir d'achat des consommateurs et par conséquent une hausse de la demande, hausse de fait de la création d'emplois. C'est le premier effet, l'effet productivité selon eux, qui va tout de même créer des emplois. Le deuxième effet, disent-ils, qui va faire que l'emploi ne sera pas détruit, c'est ce qu'ils appellent l'effet de complémentarité. Les techno-optimistes estiment qu'il est naïf de croire que on mettra des machines systématiquement à la place des hommes. Ce qu'ils imaginent, c'est que les machines vont travailler, et les hommes et les femmes vont travailler en complémentarité avec l'IA. Prenons l'exemple des DRH. Aujourd'hui, ils assument une grande part, par exemple, du recrutement, bien sûr. Assisté d'une IA, demain, l'IA, je vous le disais tout à l'heure, il existe déjà des programmes d'ailleurs, va en quelque sorte faire la phase de pré-recrutement, elle peut analyser en quoi les CV qui sont envoyés sont plus ou moins cohérents avec le besoin des RH, donc faire une sorte de présélection, ce qui permettrait de manière complémentaire, la complémentarité est là, au RH, de se focaliser sur l'accompagnement de l'humain, par exemple, ou sur la fin du process de recrutement. Bref, en quelque sorte, se focaliser sur ce que l'homme sait faire. Le lien humain, le regard, le dialogue avec autrui, et l'IA s'occuperait en quelque sorte de domaines de préliminaires ou de domaines un peu annexes. Voilà donc ces deux écoles. Alors qu'est-ce qu'on dit, d'ores et déjà, qu'est-ce que disent les chiffres? Techno-optimistes, techno-pessimistes, tout le problème, et je n'ai pas de réponse simple à ça, c'est que nous sommes aujourd'hui bien en mal de prédire les évolutions du marché de l'emploi, puisque les études se suivent et elles se contredisent. Vous avez ici deux études qui ont été faites, vous en voyez les chiffres. Alors, il y a une très célèbre, celle qui est à gauche, celle qui a été conduite par deux économistes britanniques d'Oxford. C'est des gens très sérieux, très respectables. C'est l'étude qu'on appelle Frey et Osborne, du nom des deux économistes. Et elle estimait en 2013 que 47% des emplois étaient susceptibles, non pas allaient, mais étaient susceptibles d'être remplacés par l'IA. Et récemment, une étude de l'OCDE, organisme tout aussi respectable, estimait que seuls 9% des emplois étaient réellement menacés. Donc vous voyez, la marge d'incertitude est énorme et il est bien difficile aujourd'hui de savoir qui, des techno-optimistes ou des techno-pessimistes, ont raison. De fait, peut-être que ce que l'économiste vous dirait, c'est que si les effets sur l'emploi ne sont encore pas avérés dans un sens ni dans l'autre, c'est à nous les humains à essayer de tirer parti de l'IA. Puisque sur le long terme, l'histoire économique tend à aller plutôt dans le sens des techno-optimistes. Évidemment, nous avons peur de ce qui nous arrive aujourd'hui et ça nous paraît complètement nouveau. Mais si on fait un peu d'histoire, imaginez que la charrue a cédé le pas à un moment donné, par exemple, au tracteur, que dans les villes, les chevaux ont disparu. Songez qu'il a fallu seulement 10 ans seulement, pour que les chevaux disparaissent complètement de Paris il y a un siècle et soient remplacés par des automobiles, des trolleys, des bus, etc. C'est extrêmement rapide. Cette destruction de pans anciens d'économie n'a pas amené un chômage de masse. Au contraire, elle a créé de nouvelles activités. L'histoire économique va, je vous disais, plutôt dans le sens des techno-optimistes, puisque, encore une fois, le progrès technologique n'a historiquement jamais conduit au chômage de masse. Au contraire, il a eu tendance à hausser le niveau de vie et même à améliorer les conditions de travail, bien sûr. L'intelligence artificielle,
il y a des chances, en tout cas, va sans doute prolonger cette tendance, même si tout n'est pas si simple. Puisque sur le court terme, actuellement, ce progrès crée des perdants, des victimes du chômage ou des entreprises dont le secteur d'activité est menacé, bien sûr. Ça dépend à quelle échelle on se place. On peut être confiant sur le long terme en termes de création d'emplois, même si on le sait, certains secteurs sont amenés à devenir obsolètes en quelque sorte. Alors pour finir sur l'économiste, face à ces ajustements et éviter de nouvelles inégalités socio-économiques, il faut tirer parti de l'IA, et ça à tous les niveaux. Les États, par exemple, évidemment, leur rôle va être de faciliter la reconversion d'activités anciennes vers des activités nouvelles, par des politiques incitatives, par de la redistribution, bien sûr, mais aussi s'assurer que le système éducatif fournisse les compétences nécessaires pour exploiter les nouvelles technologies, être souple, donner un vaste socle de culture générale pour être plus agile et éventuellement glisser d'un secteur à l'autre. Les entreprises également ont un rôle à jouer, par la formation, pour exploiter au mieux, je vous disais, l'effet de complémentarité, une IA complétant en quelque sorte un humain, et afin de transformer, de faciliter la transformation du travail au quotidien, les pratiques managériales, bien sûr, en déléguant à la machine ce qu'elle sait faire pour se recentrer sur les domaines proprement humains. Et éviter, vous savez, ce que l'on appelle, vous avez peut-être déjà vu cette expression qui est très courante aujourd'hui, éviter la création de bullshit jobs. Mais en fait, disposer des humains pour leur faire ce qu'ils savent faire le mieux. Quant aux individus, c'est ma troisième strate, vous le voyez ici, le défi sera de maîtriser la complémentarité de l'IA et pour ça, ajouter aux hard skills des compétences fortes, si vous voulez, quelque sorte disciplinaires, des soft skills, l'interaction, l'interactivité, l'ouverture vers autrui, évidemment. Alors vaste programme peut-être, mais c'est à cette condition que l'IA pourra être une chance pour l'économie et l'ensemble des individus. Alors vous le voyez, en parlant d'individus, je glisse maintenant, après la perspective de l'historien, puis celle de l'économiste, je vais glisser sur les individus, la société, et je vais aborder en termes de conciliance le troisième volet, qui est le point de vue du sociologue. Alors pour le sociologue, les débats que suscite l'intelligence artificielle, ils soulignent au fond l'ambivalence des rapports entre l'homme et la machine. L'ambivalence, c'est que d'un côté, la machine, c'est l'espoir de libérer l'homme, mais que les craintes, on y revient encore, bien sûr, parce que c'est la grande question, la crainte, évidemment, c'est évidemment d'être asservi, ou en tout cas d'être remplacé par la machine. Alors voyons d'abord comment, vous dirait le sociologue, les machines, d'ailleurs c'est le cas historiquement, ont été au service de la société. À bien des égards, l'IA qui se développe sur nos lieux de travail, dans nos domiciles, finalement, ce n'est que la continuation du machinisme. Dès leur premier âge, les machines venaient seconder nos muscles, bien sûr, les machines agricoles, les machines-outils, la voiture, le sèche-linge, le lave-linge surtout. Autant d'objets qui ont permis d'améliorer les conditions de travail en nous faisant entrer dans une société de consommation. Eh bien, en quelque sorte, avec l'IA, ce machinisme continue. Mais, au lieu de se substituer à nos muscles, les IA, en quelque sorte, se substituent à nos cerveaux. C'est ce que soulignent deux professeurs du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, Eric Brynjolfsson et Andrew McAfee. Ils ont publié un livre très récemment qui s'appelle Le deuxième âge des machines. Et c'est un livre dans lequel ils estiment, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ils estiment que on va passer en quelque sorte de sociétés industrielles qui étaient très robotisées, automatisées, à des sociétés de la connaissance dans lesquelles l'IA va en quelque sorte se substituer un peu, ou en tout cas aider notre cerveau, bien sûr. D'ailleurs, ça existe déjà à l'image, par exemple, je vous donne deux exemples ici, du robot thérapeutique Paro, qui a été introduit dans des maisons de retraite. Il accompagne des malades d'Alzheimer, ou encore Pepper, le robot humanoïde qui guide aujourd'hui les patients à l'hôpital, qui est capable d'interactivité, en tout cas de scruter leur visage et éventuellement, face à la tristesse, de répondre, d'encourager. L'IA ici, évidemment, ça ne se substitue pas aux infirmiers puisque ça marche en complémentarité. L'IA ici réduit le stress, elle apporte une présence, supplée l'humain. Ne le remplace pas, mais le supplée. Le robot est équipé d'une IA révolutionnaire, il ne se cantonne plus seulement au statut d'objet, il s'érige, vous voyez, en interlocuteur. On est vraiment ici dans les rapports sociaux, bien sûr. Est-ce que maintenant, nous ne courons pas le risque, si les machines, bien sûr, sont au service de la société, que les machines nous asservissent en quelque sorte, qu'on soit asservi à l'IA? Les risques sont grands, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, bien sûr. L'IA est un facteur de crainte, notamment qui pèse sur nos libertés, du fait des possibilités de renseignement, de contrôle. Puis en plus, on y collabore, puisqu'à chaque fois qu'on va sur un site, on s'inscrit, register, on donne des informations, et on contribue à créer ce qu'on appelle en informatique notre shadow profile, notre profil fantôme. La machine sait ce que l'on aime, ce que l'on consomme, à quelle heure on se lève, où est-ce que l'on travaille, quelles sont nos mensurations, bref, ce que l'on préfère comme boisson, nos couleurs préférées, etc. C'est un risque,
bien sûr, d'être contrôlé en permanence. Ce risque a été formulé pour la première fois par George Orwell, le célèbre écrivain britannique, en 1949, dans un ouvrage qui est célèbre, qui s'appelle 1984, vous savez, où il y a un Big Brother nous surveille, Big Brother is watching you. Le risque également, on l'entrevoyait à l'instant, de l'IA, c'est en quelque sorte qu'elle sculpte nos goûts, et notamment en termes de consommation, bien sûr. Hein, peut-être avez-vous vu ce film avec Tom Cruise qui s'appelle Minority Report, où eh bien, lorsque les personnages passent dans des magasins, dans des grandes galeries, il leur suffit de regarder des écrans, les écrans flashent en quelque sorte leur rétine, connaissent leur goût et leur proposent d'acheter des vêtements qui plaisent, bien sûr. Et au fond, il y aurait le risque en quelque sorte que l'IA transforme notre société uniquement en une société d'individus consommateurs. Hein, c'est un risque que le grand sociologue américain Herbert Marcuse avait envisagé dans un ouvrage novateur en 1964 qui s'appelle L'homme unidimensionnel. Il voulait dire que nos sociétés ont tendance à nous réduire, pourraient nous réduire à notre seule dimension de consommateur. Et l'IA, évidemment, y participerait. Puis évidemment un risque également, donc après la surveillance, après la consommation, qui est la manipulation politique, les votes. Hein, récemment peut-être vous avez pu suivre cette histoire liée à Cambridge Analytica, pardon, qui est une entreprise américaine qui a détourné les données de millions d'usagers de Facebook pour les exploiter dans le cadre de la campagne américaine, l'élection de 2017, qui a vu l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. L'IA offre des possibilités, on le comprend, pour les États de surveiller l'ensemble des citoyens sur Internet, dans la rue, d'évaluer la dangerosité d'une personne sur la base de son profil numérique, c'est-à-dire avant qu'elle ait fait quoi que ce soit. C'est pourquoi, par exemple, certains sociologues plaident pour une gouvernance algorithmique. Alors, puisque l'IA peut être au service de la société, mais puisqu'il y a également le risque que l'IA nous asservisse, eh bien la question est importante de savoir qui contrôle qui et de savoir si l'humain conserve évidemment une marge de manœuvre. Je vous le dis tout de suite, la réponse est oui. Hein, nous ne sommes pas et probablement ne serons pas les esclaves de l'IA. Je vous le disais à l'instant, par exemple, le sociologue français Dominique Cardon plaide pour la mise en place ce qu'il appelle une gouvernance algorithmique. Il voudrait que les États, il le souhaite, et c'est un projet qui avance, hein, c'est pas un projet utopique, mettent en place des règles qui protégeraient les individus face à l'ingérence informatique, face au fait, par exemple, que volontairement ou involontairement, on donne des informations. Alors c'est déjà le cas, il y a des législations qui sont passées, même si elles sont finalement assez lâches en quelque sorte. Dans la même logique, par exemple, nos GAFAM, Amazon, Google, Facebook, IBM, Microsoft, ont initié récemment un partenariat sur l'intelligence artificielle qui a pour objet notamment de définir des bonnes pratiques en matière de collaboration homme-machine. L'ensemble des recherches sera accessible très bientôt afin d'alimenter le débat. Vous le voyez, l'IA, c'est une question de société. Elle est fondamentale. Et tous les groupes savent aussi, lorsqu'il y a des révélations qui portent sur eux parce qu'ils ont laissé filtrer des informations ou qu'elles ont été exploitées à des fins commerciales, les groupes savent que c'est pas bon pour eux, bien sûr. Donc, en quelque sorte, eh bien, ils ont intérêt à nous rassurer sur l'IA. Et puis enfin, eh bien, il y a l'arme ultime, le bouton rouge qu'a élaboré Google en 2016. Alors c'est une image, mais enfin le bouton rouge, c'est effectivement un processus qui permettrait de désactiver une IA. Google en tout cas dispose de ça, de désactiver une IA sans qu'elle puisse s'y opposer si éventuellement l'IA en quelque sorte allait plus loin que ce qu'on lui demande. Donc vous voyez un certain nombre aujourd'hui de garde-fous sociaux ou ici par exemple techniques qui sont mis en place pour que nous puissions user de l'IA sans qu'elle use de nous. J'aimerais pour finir, et ça nous laissera un peu de temps pour les questions maintenant, après vous avoir présenté le point de vue de l'historien, vous avoir présenté le point de vue de l'économiste et du sociologue, peut-être nous élever un peu davantage maintenant pour envisager ce que pourrait dire le philosophe. Les philosophes, peut-être, souvenez-vous du cours de philo, de terminale, je ne sais pas, évoquent souvent des questions du passé, bien sûr, mais les philosophes du passé nous aident également à penser ce que nous vivons aujourd'hui, bien sûr. Et la question qui se pose est évidemment de savoir si, par exemple, l'IA est vraiment intelligente, consciente. Avec vous, d'abord, on va se poser une question pour savoir si l'IA ne serait pas un pharmacone moderne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pharmacone en grec? C'est là devient le terme pharmacie. Hein. En grec, le terme pharmacone désigne aussi bien un remède qu'un poison, puisque vous savez que la plupart des remèdes que l'on prend, eh bien, à haute dose, par exemple, nous tueraient. Et donc, c'est le même terme, le remède, le poison. Et en quelque sorte, on pourrait considérer, eh bien, on dirait le philosophe, l'IA comme un pharmacone moderne.
c'est un remède, bien sûr, hein, puisque l'IA, on l'a vu plein de fois, nous sustente aujourd'hui, permet en quelque sorte de se substituer à des activités humaines, permet de prendre, d'accélérer des prises de décision, elle permet de s'affranchir de tâches répétitives, par exemple. Remède, bien sûr. Mais l'IA pourrait éventuellement devenir, ce remède pourrait devenir en quelque sorte un poison, ou en tout cas quelque chose de dangereux. Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, vous avez des scientifiques qui estiment que pour lutter contre la prédominance de l'IA, eh bien, il faudrait à terme implanter des puces dans le cerveau des hommes pour leur permettre de penser aussi vite, en tout cas, de pouvoir challenger en quelque sorte l'IA. Et là, on voit évidemment le risque qui est derrière, qui est en quelque sorte, eh bien, de mettre fin en quelque sorte à l'humanité. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre le sens même, l'essence même, pardon, de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine, pardon, en s'avançant vers ça, bien sûr. Puis, ça pose une autre question de savoir si l'intelligence artificielle, hein, qui est du calcul en fait essentiellement aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment de la pensée? Alors ça, c'est un débat très récurrent et la philosophie nous permet un peu de le penser. Par exemple, en son temps, Leibniz, le grand philosophe des Lumières, estimait que la pensée, selon lui, était uniquement mathématique. Il avait défendu l'idée que le cerveau, en fait, était comme une machine qui ajoutait, qui divisait, qui est une machine en fait raisonnante. Or, cette vision eh bien, est contestée par un très grand nombre de philosophes plus récents d'ailleurs. Je vous donne quelques exemples. Au XXe siècle, le français Maurice Merleau-Ponty, par exemple, qui appartient à un courant qu'on appelle la phénoménologie, eh bien, il a contesté l'idée que l'IA serait de type mathématique, algorithmique. Pardon. Selon lui, au contraire, l'intelligence, pardon, je vous ai dit l'IA, je voulais dire l'intelligence, selon lui, l'intelligence humaine est le résultat d'une interaction entre la conscience, le corps et le milieu. Or, jusqu'ici, ce qu'on appelle les IA n'ont ni conscience, ni corps, et elles sont dans un milieu dont elles n'ont pas conscience d'appartenir. Et d'ailleurs, c'est dans cette lignée de Merleau-Ponty que le philosophe et biologiste chilien Francisco Varela a parlé de cognition incarnée. Alors je crois que c'est un terme un petit peu compliqué, la cognition incarnée, le fait de savoir des choses de manière incarnée, mais en même temps, à mon avis, il rend très bien compte de la différence qui nous sépare radicalement, nous les êtres humains, de l'intelligence artificielle. Derrière ce terme un petit peu complexe, il faut comprendre que la connaissance n'existe que dans l'expérience que nous avons, qui passe par le corps, bien sûr. L'esprit, l'intelligence, le corps, loin de s'opposer, d'après Varela, procèdent l'un de l'autre. Ce sont les va-et-vient entre notre esprit, notre perception, nos sens, notre cerveau, notre conscience, qui font que nous développons une forme d'intelligence. Et nous le savons, nous développons des formes d'intelligence au contact des gens, dans les sentiments, dans les sensations que nous avons. Il existe une intelligence, évidemment, il y a plusieurs formes d'intelligence. Et l'intelligence, disons, mathématique, en fait, n'en est qu'un des aspects. Et les philosophes nous disent attention de ne pas imaginer que l'intelligence mathématisante et algorithmique des IA eh bien, serait toute l'intelligence. Il y a des pans d'intelligence humaine qui n'appartiennent qu'à nous. En d'autres termes, vous le voyez, on ferait fausse route en pensant que l'IA est une intelligence semblable à la nôtre. Pour l'instant, elle est privée de corps, privée de conscience, privée d'interaction avec son milieu, même si elle est capable de nous battre aux échecs ou aux jeux de Go, parce qu'au fond, c'est du calcul. Pour finir, ce sera un peu le mot de la fin, est-ce que le philosophe vous dirait aussi, attention, est-ce qu'on a intérêt à donner tout notre pouvoir de décider, notre arbitre, notre libre arbitre, à des machines qui, elles, ne font que coder? Hein? Est-ce qu'on est en droit de leur donner le pouvoir de décider? Alors c'est une question qui se pose avec l'IA. C'est la question de savoir jusqu'où il est légitime de lui permettre de décider à notre place. Parce qu'aujourd'hui, à certains égards, les IA commencent à décider. Je vous donne quelques exemples. Il y a ce qu'on appelle ici, la slide le représente, la justice prédictive. C'est-à-dire que des professionnels du droit aujourd'hui peuvent déjà questionner des ordinateurs qui compilent des millions de procédures judiciaires afin d'éclairer leurs propres décisions. Dans d'autres domaines, par exemple comme la finance, on le voyait, le pouvoir est déjà largement en main des machines qui décident d'acheter, de vendre, sans que l'homme, l'être humain, n'ait plus de rapport. Or, il y a un risque. Nous nous remettons de plus en plus à l'IA pour décider comme s'il s'agissait d'intelligence du même type que la nôtre. Or, nous venons de le voir avec Varela, ce n'est pas le cas. Et dans cette erreur que nous faisons, peut-être confions-nous à l'IA des choses qu'elle ne peut pas faire. Car nous la pensons infaillible, bien sûr. Nous pensons souvent que c'est nous, mais plus rapide ou mieux. Or, et c'est la slide que je vous montre ici, une étude récente du magazine Science a montré qu'une machine apprenante, une IA, après avoir traité des milliards de pages web, avait reproduit des stéréotypes sexistes.
Pourquoi? Parce qu'elle avait compilé des milliards de pages, et dans lesquelles pages, eh bien, il y avait des stéréotypes sexistes. La machine apprenante les a compilés, les a absorbés en quelque sorte, et quand on lui a posé des questions, eh bien, elle a répondu finalement eh bien, de manière machiste. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que la neutralité de l'IA n'est pas acquise pour le moment. Elle peut commettre des erreurs, elle peut reproduire en fait des schémas faux. Et que dire alors des dilemmes moraux auxquels une IA sera confrontée? Il y en a un qui est célèbre, bien sûr, qui est le dilemme de l'automobile autonome. Une automobile autonome guidée par l'IA, imaginez qu'un enfant traverse la route au moment où l'automobile passe, et qu'au fond, le dilemme ne sera préserver l'enfant, sortir de la route et éventuellement tuer le conducteur, ou préserver le conducteur. Ce sont des choix jusque-là proprement humains. Peut-on vraiment laisser à la machine cette opportunité? Attention donc de ne pas confier à l'IA des décisions qu'elle ne saurait prendre pour l'instant. Pour finir, demain, si les progrès continuent et que les machines peuvent développer des valeurs morales, après tout, il faut l'envisager et agir en conséquence, alors peut-être, comme le pense le philosophe allemand Peter Sloterdijk, eh bien, la discontinuité actuelle entre l'humain et l'IA, l'humain qui est et l'IA qui est fabriquée, eh bien peut-être cette discontinuité, selon Sloterdijk, laissera la place à une continuité homme-machine. C'est une question qui se pose, ce sera le mot de la fin, on n'y aura pas de remplacement, mais probablement de coexistence. Mais nous sommes ici probablement à l'horizon de plusieurs dizaines d'années. Voilà, j'ai parlé une trentaine de minutes. J'attends vos questions. Si vous en avez, je les prendrai et puis c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je m'appelle Céline Brocard. Je gère la plateforme de formation en e-learning de Schema et je vais vous présenter rapidement cette plateforme de formation à distance. Mais dans un premier temps, on a une question. Peut-être que tu peux y répondre, Frédéric. On parle souvent de destruction d'emplois, conséquence de l'IA, mais aussi de création de nouveaux métiers qu'on peine à entrevoir. Qu'en pensez-vous? Alors c'est une très bonne question, c'est évidemment une question fondamentale. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit d'ailleurs, on peut pas tout dire dans la trentaine de minutes, mais les emplois aujourd'hui qui sont parmi les plus recherchés dans le domaine informatique par exemple, sont des emplois qui n'existaient pas. Les 10 emplois les plus recherchés aujourd'hui dans les domaines des nouvelles technologies sont des emplois qui n'existaient pas il y a 12-13 ans. Imaginez par exemple que data miner, ça n'existait pas, concepteur d'applications, tout ce qui est lié par exemple à la téléphonie. Alors, vous avez absolument raison, c'est une des raisons de nos peurs. La peur, c'est que nous voyons très bien ce qui se détruit. Mais nous ne pouvons pas savoir ce qui va se créer, puisque en quelque sorte, c'est le marché qui s'adapte, etc. Ça, c'est une première chose. Et donc, la question est évidemment très, très pertinente. Et l'autre chose, là je vous répondrai en historien, c'est que historiquement, aucune société ne s'est laissée mourir ou dépasser par les machines. Je vous donne un seul exemple. Pour prendre une société très très en avance technologiquement, le Japon. Eh bien, au Japon, par exemple, pour des raisons sociales, quand vous entrez dans l'équivalent d'un magasin Darty, par exemple, eh bien, vous avez à l'entrée des hôtes ou des hôtesses qui vous accueillent, qui vous disent bonjour, qui vous servent. Pourquoi? Parce que socialement parlant, alors que on pourrait s'en passer, eh bien, il y a une demande de qualité de service. Ça veut dire plusieurs choses. D'une part, je vous le disais, on ne sait pas ce qui va être créé, mais on voit ce qui est détruit. Mais de l'autre côté, historiquement, nous sommes des sociétés d'individus, d'hommes, de femmes. Notre raison d'être, c'est d'échanger, de travailler ensemble, bien sûr. Aucune société ne pourra légitimement se laisser être dépossédée, par exemple, de ce qui fait son essence même, par des IA. Ce sont des raisons, à mon sens, qui doivent raisonnablement nous rendre optimistes, même si on l'a vu, il y aura des transitions dans certains secteurs, mais là, ce sera au rôle des États, bien sûr, de les accompagner. On a une autre question. L'IA pourrait-elle être proche de la nature? L'IA proche de la nature, l'IA pourrait-elle proche de la nature? J'imagine que je ne sais pas exactement comment comprendre la question, mais il y a des usages aujourd'hui de l'IA. Par exemple, bon, vous savez peut-être que le réchauffement climatique étant là, les IA d'une part nous aident en quelque sorte à entrevoir quelles zones demain seront éventuellement moins propices à l'agriculture, plus propices à l'agriculture. On a déjà des simulations, si vous voulez, par exemple les vignobles français vont
devoir s'adapter. Alors précisément, les IA également nous aident également à choisir, par exemple, j'ai écouté une émission hier là-dessus, il y a un légume qui résiste très bien à certaines hausses de température, sont les petits pois par exemple. Et le séquençage de l'ADN du petit pois, l'ADN du petit pois est plus complexe que l'ADN humain. Son séquençage a duré plus de temps. Et le séquençage du petit pois va nous aider à sélectionner par exemple des formes de petits pois ou des variétés de petits pois qui permettront par exemple de nourrir davantage de personnes, même en estimant que le climat va augmenter. Sans l'IA, c'est impensable. Ça veut dire que probablement que demain, eh bien, le fait de vivre évidemment davantage dans la nature, en tout cas de tenir compte de tout l'environnement écologique qui est là, l'IA va nous permettre en quelque sorte de sélectionner, de prendre compte de cela, et afin de probablement moins détruire l'environnement, bien sûr. L'IA peut-elle innover? L'IA peut-elle innover? Alors ça, c'est une grande question. Je ne l'ai pas abordée ici. Je vous remercie de l'avoir posée. Sony, par exemple, a développé un logiciel d'IA qui, par exemple, peut-être connaissez-vous, mais a créé une nouvelle chanson des Beatles. Qui s'appelle Daddy in My Car, je crois, quelque chose comme ça. Je vous invite à l'écouter. Alors l'IA donc a généré la partition, les paroles également, et ensuite ça a été chanté par un groupe d'humains, hein, bien sûr. C'est assez bluffant. On a l'impression effectivement d'entendre des accords ou des tonalités, des sons proches des Beatles. De la même intelligence, Sony a créé un nouveau tableau attendez, le nom m'échappe, pardon. De Rembrandt, oui, on me souffle de Rembrandt. C'est un Rembrandt assez bluffant là encore. L'IA a absorbé tous les Rembrandts qui existaient et les tableaux donc flamands du XVIIe siècle, et elle a produit quelque chose qui ressemble à un Rembrandt. Bon. Alors évidemment, quand on voit ça, on est bluffé. À Paris récemment, il y a eu une première exposition d'œuvres créées par des IA. Maintenant, ce que disent les spécialistes, par exemple, peut-être vous pourrez l'écouter avec la chanson des Beatles. Hein, vous tapez Beatles, Daddy, Car sous Google et vous aurez la chanson. C'est que elle est un peu froide. On n'entend pas exactement les Beatles. De même, le tableau de Rembrandt, il est beau, il est bluffant en premier regard, mais là encore, si vous voulez, il manque quelque chose. Donc, est-ce que l'IA peut innover? Pour cela, il faudrait qu'elle ait cette fameuse conscience dont on parlait, qu'elle ait un retour, qu'elle ait une sensation, qu'elle soit capable de mettre à distance, d'éprouver probablement. En tout cas, il est sûr qu'elle est déjà utilisée pour des créateurs, des innovateurs, mais également, je venais de l'aborder, par des scientifiques qui leur permettent de développer. Je crois beaucoup, quant à moi, à l'idée de complémentarité plutôt que de remplacement, encore une fois. Alors oui, l'IA, disons, peut collaborer, coopérer, nous aider à co-innover en quelque sorte. Mais l'humain restera là. Et comment peut-on se protéger des erreurs de l'IA? Comment peut-on se protéger des erreurs de l'IA? Alors d'abord, individuellement, ça paraît peu pensable puisque nous dépendons des algorithmes. Ce qui est sûr en tout cas, eh bien, c'est que les entreprises qui utilisent l'IA en sont très conscientes, hein, et elles sont dans des procédures de test and learn. Récemment, là, nous sommes à Schema ici, à la Défense, à Paris. Eh bien, il y avait l'essai d'un bus, par exemple, automatique. La ligne a été utilisée pendant plusieurs mois. Il y a eu des essais, ça génère beaucoup de data, et c'est à la suite de cela, eh bien, que je pense l'algorithme initial a été amélioré pour tenir compte de paramètres. Ça veut dire que c'est un peu comme les médicaments, si vous voulez. Avant de les mettre sur le marché, il y a un très grand nombre de procédures. Elles sont normées, bien sûr. Donc, il y a un catalogue, en quelque sorte, de conditions. Et de la même mesure, j'imagine, demain, les algorithmes qui seront mis sur le marché seront passés au crible d'un certain nombre de normes, de règles, en quelque sorte de compliance, si vous voulez. Voilà. À mon avis, c'est du point de vue de l'entreprise et du régulateur, l'État, que l'on peut se prémunir contre les dérives de l'IA. L'individu est un peu étranger à ça. Voilà, on peut peut-être prendre encore une question. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Oui. Oui. On essaiera de répondre à la majorité. Exactement. On répondra à toutes les questions de toute façon par écrit, par email. Quelle est la maturité des entreprises françaises vis-à-vis de cette technologie? Comment l'évaluez-vous?
Alors, ça, c'est une grande question, la maturité des entreprises françaises face à l'IA. Alors, bon, si on écoute, peut-être vous suivez parfois sur les réseaux sociaux Laurent Alexandre, qui, toujours de manière très provocante, explique que la France, c'est le tiers-monde de l'IA. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les États-Unis et la Chine, aujourd'hui, sont extrêmement proéminentes. Là, hier, j'ai vu une démonstration d'un logiciel chinois qui scanne en une seconde la photo d'un cahier d'un étudiant, d'un écolier pardon, chinois qui a fait, je ne sais pas, des dizaines d'opérations d'addition en une seconde. Il la corrige beaucoup plus vite qu'un humain. Les Chinois et les Américains, vous savez que la Chine maintenant dispose d'un logiciel qui permet une reconnaissance faciale en un dixième de seconde de la totalité des gens qui circulent dans une rue, par exemple. Donc, par rapport à ça, c'est pas seulement la France d'ailleurs, mais l'Europe est nettement en retrait. Parce que pour arriver à ces niveaux technologiques, il faut des économies très matures, très riches également. Et ça voudrait dire que l'Union européenne, mette en place, par exemple, des collaborations scientifiques. La France ou l'Allemagne ou j'ose pas vous dire le Royaume-Uni, on est en plein Brexit, mais où l'Italie seule aurait du mal. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une politique, si vous voulez, européenne là-dessus, pour faire émerger des labos et en quelque sorte se mettre au niveau des deux géants américains d'une part, chinois d'autre part, faute de quoi demain nous serons tributaires de leur technologie. Et vous voyez bien, là c'est ma casquette de prof de géopolitique, aujourd'hui être dépendant de la technologie de puissance autre que les nôtres, c'est éventuellement s'exposer, eh bien, à imaginer que demain on soit en situation de tension économique ou géopolitique, c'est au fond en quelque sorte se livrer, hein, pieds et mains liés. Merci Frédéric. Il y a encore beaucoup de questions. Je pense qu'on va peut-être clore ce webinaire par une présentation rapide et courte de notre plateforme de formation en e-learning. Bien entendu, je vous le répète, toutes vos questions seront prises en compte et nous allons y répondre par mail. Chacune des questions donc aura une réponse. Nous vous enverrons un mail en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Vous venez donc d'assister à la présentation du parcours de formation en e-learning L'homme et l'intelligence artificielle, si près, si loin. C'est une des 11 formations en e-learning 100% à distance que Schema Exécutif propose. Vous pouvez découvrir le détail de ces formations sur notre site internet Schema Exécutif dans la rubrique formation courte et certifiante. Chaque parcours de formation dure 8 semaines et il faut compter environ 3 heures de temps de connexion par semaine. Grâce à l'interface, vous avez accès à des ressources écrites de qualité proposées par les professeurs de Schema. Des articles et des vidéos sont proposés. Au cours d'une session, des travaux collaboratifs, des quiz ainsi que des échanges entre les apprenants et avec le professeur permettent un apprentissage efficace et interactif. Donc, il y a un forum qui permet des échanges entre les apprenants et le professeur. Et un webinar à la fin du parcours réunit l'ensemble du groupe pour échanger sur les travaux réalisés. La plateforme est accessible à tout moment depuis votre PC, votre smartphone ou tablette. Et dernier point très important, la plupart de nos formations online sont certifiantes. Une évaluation finale est réalisée par le professeur référent du parcours pour valider les acquis. Nous pouvons vous donner accès à la chaîne publique de la plateforme School si vous le souhaitez. Les premiers modules teaser de chaque parcours, ils sont disponibles et peuvent vous donner un aperçu du parcours. Voilà, je vous laisse mes coordonnées. N'hésitez pas donc à me contacter pour toute question, tout renseignement. Donc l'adresse email c'est info.executive@schema.edu. Donc comme je vous l'ai indiqué, nous répondrons par email à toutes les questions qui ont été posées. Voilà, nous espérons que vous avez passé un agréable moment, que toutes ces informations vous ont été utiles.
Voilà, et on espère eh bien vous revoir bientôt. Voilà. Très bien. Merci Frédéric pour ta Merci présentation. Céline. Merci à tous, à toutes en tout cas, et à très bientôt autour de vos questions. Bonne journée. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.